Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite! Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,0151% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée.
De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposantes entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentrés sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de deux motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée, est dû au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché.
Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3002 000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles.
Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Tu lèves les yeux et tu vois un flash orange vif dans le ciel. Quelques instants plus tard, tu entends un boom si fort que les vitres des fenêtres autour de toi éclatent en morceaux. Et puis tu le vois, un énorme bout de roche spatiale brûlant au-dessus de ta tête et se dirigeant vers la Terre. Lorsqu'il touche la surface, l'explosion laisse derrière elle un énorme cratère. Il fait 19 km de profondeur et il est aussi large que le lac Michigan. Après cet impact, les 3/4 de tous les organismes vivants de notre planète se battent pour survivre. Cet événement a eu lieu il y a environ 66 millions d'années, et l'éclair brillant dans le ciel n'était autre que ce fameux astéroïde qui a anéanti les dinosaures. De nos jours, nous avons de nombreux moyens de nous en protéger. Par exemple, nous pourrions nous cacher dans des bunkers profondément enterrés et survivre. De tels bunkers seraient d'ailleurs bien utiles car il y a de nombreux astéroïdes dans le ciel. Et certains d'entre eux n'attendent que leur fenêtre de tir pour faire des ravages sur la Terre. À commencer par l'astéroïde 1990 MU. En 2027, il s'approchera de façon alarmante de notre planète. De nombreux experts craignent que la force gravitationnelle de la Terre n'attire le rocher qui a la taille de 2 ponts de Brooklyn. Dans ce cas, il se rapprocherait et finirait par s'écraser sur la surface de la planète. Un tel impact provoquerait une onde de choc qui serait ressentie sur d'autres continents. Une fois que l'astéroïde aurait touché le sol, il y aurait une explosion. Elle serait si brillante qu'on pourrait se dire qu'un nouveau soleil vient d'apparaître ici même sur Terre. La collision libérerait une énorme quantité d'énergie qui se transformerait ensuite en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du point d'impact prendrait feu instantanément. Et si l'astéroïde tombait dans l'eau, cela provoquerait des vagues de tsunami plus hautes que l'Empire State Building. De nombreuses villes côtières seraient inondées, la poussière qui s'élèverait après l'explosion recouvrirait le soleil et le monde serait plongé dans l'obscurité. Si la poussière restait dans l'air assez longtemps, le climat de la planète changerait et la Terre commencerait lentement à geler. Si tu penses qu'une si petite météorite ne peut pas causer de si graves dommages, regarde la météorite de Tcheliabinsk. Elle a frappé la Terre pendant l'hiver 2013. Lorsque la roche spatiale est entrée dans l'atmosphère, des personnes situées à des kilomètres ont entendu une forte détonation. L'objet brillant et incandescent s'approchait de la surface terrestre à une vitesse d'environ 18 km par seconde. À mi-chemin, il s'est scindé en plusieurs morceaux.
Cela a provoqué plusieurs ondes de choc plus fortes. Lorsque les fragments ont touché le sol, cela a provoqué un important tremblement de terre. Et la réplique des explosions a brisé les fenêtres de 5000 bâtiments. Les habitants de 6 villes autour du lieu du crash ont ressenti les secousses de l'impact. Or, cette météorite ne faisait que 18 mètres de diamètre. Heureusement, l'astéroïde 1990 MU passera a priori à une distance raisonnable de notre planète, donc nous ne serons pas en danger. Ouf! Mais le prochain astéroïde qui s'approchera de la Terre aura un diamètre de 4,8 km. Il s'appelle 3122 Florence. Si ce géant frappe notre planète, il pourrait rayer des continents entiers de la surface de la Terre. En 2017, ce rocher spatial s'est terriblement rapproché de nous. On pouvait le voir dans le ciel, même avec un petit télescope. L'astéroïde suivant est le plus gros dont il faille s'inquiéter, 1999 JM8. Il est à peu près aussi large que Manhattan, et il a la fâcheuse habitude de s'approcher de la Terre un peu trop près au goût de tous. Un petit astéroïde nommé 2020 VT4 s'est approché de notre planète plus près qu'aucun autre ne l'a jamais fait. En novembre 2020, il a survolé l'océan Pacifique à une altitude à peine inférieure à la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Cette roche spatiale avait la taille d'une grosse voiture. S'il avait pénétré dans l'atmosphère terrestre, l'astéroïde se serait désintégré complètement avant de toucher le sol. Les chutes d'astéroïdes et de météorites ne sont pas si rares sur notre planète. Mais heureusement, la plupart d'entre eux s'embrasent et se consument lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère. C'est Mars qui est responsable de ces pluies de météorites si fréquentes. La planète ne se trouve pas loin de la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Et parfois, l'attraction gravitationnelle de la planète rouge attire les astéroïdes qui s'y trouvent. Puis Mars les fait tourner et les projette dans notre direction, un peu comme une fronde. Heureusement que nous sommes protégés par Jupiter. C'est la plus grosse planète de notre système solaire et elle possède un champ gravitationnel incroyablement puissant. Celui-ci maintient la ceinture d'astéroïdes en place et nous évite d'être constamment frappés par une pluie de météorites. Et c'est une bonne nouvelle, étant donné que Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Cet énorme rocher de l'espace est si massif que l'on considérait autrefois que c'était une planète. Puis, pendant de nombreuses années, les scientifiques ont catégorisé Cérès comme un astéroïde. Mais en 2006, il a finalement été reclassé comme une planète naine. Cet objet spatial représente à lui seul un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes, soit environ 4% de la masse de notre Lune. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Cérès aurait la taille d'une graine de pavot. Si un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre se dirigeait vers notre planète, pourrait-on le stopper? Nous pourrions briser le rocher en plus petits morceaux à l'aide d'une explosion massive. On n'aurait d'ailleurs même pas besoin d'atteindre l'astéroïde géant. Il suffirait seulement de se rapprocher de sa surface. Boum! Une puissante explosion d'énergie diviserait l'astéroïde en plusieurs gros morceaux et des tonnes de débris. Les plus petites pierres se consumeraient dans la chaleur dégagée par l'explosion. Et cela modifierait également la trajectoire de l'astéroïde. Les plus gros fragments brûleraient en entrant dans l'atmosphère. Tous les témoins de cette exceptionnelle pluie de météorites auraient la chance d'admirer un magnifique spectacle de feu. Un autre moyen de protection pourrait être un bélier cinétique. En termes simples, il s'agirait d'un énorme objet que les gens enverraient vers l'astéroïde en approche. Ou bien un vaisseau spatial lourd. C'est la méthode que les scientifiques ont choisie pour empêcher l'astéroïde Apophis de tomber sur la Terre. Cet astéroïde mesure 366 mètres de diamètre et passe souvent près de notre planète, s'approchant jusqu'à 30 571 km au-dessus de nos têtes. L'astéroïde va à nouveau passer près de notre planète en 2029, et il est possible qu'en 2036, il s'écrase sur la Terre. Si cela se produit, l'explosion laissera un cratère de plus de 4,8 km de diamètre. Dans un rayon de 10 km autour de la zone d'impact, tous les bâtiments et tunnels de métro s'effondreront ou seront lourdement endommagés. L'événement déclenchera également un puissant tremblement de terre. Dans un rayon de 50 km autour du cratère, les vitres des voitures et des maisons seront brisées. Et à 120 km du point d'impact, le tremblement de terre déplacera les meubles des habitations. Une façon d'empêcher une telle catastrophe serait donc de construire un vaisseau spatial lourd. Il décollerait de la Terre, accélérerait, puis foncerait sur l'astéroïde à toute vitesse. L'impact modifierait la trajectoire de l'énorme rocher spatial et il passerait finalement à bonne distance de notre planète.
Nous pourrions aussi essayer d'arrêter l'astéroïde en l'enveloppant dans du papier d'aluminium. Cela rendrait sa surface réfléchissante et la pression solaire pourrait alors modifier progressivement la trajectoire de l'astéroïde. Une autre alternative consisterait à utiliser un remorqueur gravitationnel. Il faudrait envoyer un vaisseau spatial massif et sans équipage vers l'astéroïde. Il volerait jusqu'au rocher spatial et l'attirerait lentement auprès de lui grâce à sa propre force gravitationnelle. Un petit changement de cap suffirait pour que l'astéroïde croise notre planète sans la heurter. Une autre façon de protéger la Terre serait de construire un système de lentilles géantes dans l'espace. Tu as peut-être déjà essayé de concentrer la lumière du Soleil avec une loupe. Tu sais alors à quel point cette lumière concentrée peut être chaude. Imagine maintenant qu'on installe de nombreuses lentilles géantes, toutes dirigées vers un seul point. Les scientifiques pensent que le fait de focaliser un faisceau de lumière aussi puissant sur l'astéroïde ferait fondre et s'évaporer la roche, ce qui changerait lentement sa trajectoire. Un autre moyen supplémentaire de nous protéger serait d'installer plusieurs moteurs à sa surface. Cela transformerait l'objet spatial en une sorte de fusée, et on pourrait alors déterminer sa trajectoire depuis la Terre. Les étoiles errantes représentent un danger bien plus grand. Comme les astéroïdes, elles volent dans l'espace et peuvent entrer en collision avec tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Le problème est qu'elles ont une masse gigantesque, parfois comparable à celle de notre Soleil. Il y a environ 70 000 ans, un duo d'étoiles intergalactiques est passé en trombe devant le Soleil. Elles n'ont pas affecté la Terre, mais ont causé quelques perturbations à la périphérie du système solaire. Cet événement est susceptible de se reproduire. Un jour, l'étoile solitaire Gliese 710, qui a une masse équivalente à la moitié de celle de notre Soleil, se déplace en ce moment même vers notre système solaire. Il est possible qu'elle commence à attirer des roches de la ceinture d'astéroïdes extérieure et à les attirer vers nous. Et alors, les rares pluies de météorites que l'on peut observer de nos jours deviendront un événement régulier. Mais pour l'instant, cette étoile errante est extrêmement éloignée de notre monde. Et il y a plus de chances qu'elle passe à côté de nous sans affecter notre paisible existence. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière.
Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres, en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu.
La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elle laisse derrière elle des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre. Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'1 mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'ère glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent, une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soit la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans. Et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment, et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Tcheliabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitations, commerces et écoles. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine. Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre.
les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'ait jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de taïgas et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentour. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré 5 heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques, mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend l'humanité. 999,42 Apophis, 370 mètres de diamètre. C'est un peu plus grand que la Tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochain invité. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ, et celle-ci s'approche inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami. 165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 km, et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle. Nous sommes donc en sécurité au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. 1 km de diamètre, c'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans, et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 km. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan, la Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'état actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub. La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées. C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérée dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours.
et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la biosphère terrestre. Étonnamment, la Terre a pu se remettre d'un tel cataclysme. Cet événement est devenu le repère démarquant les ères mésozoïques et cénozoïques. Ceux qui se demandaient encore comment cette petite météorite a-t-elle bien pu anéantir tous les dinosaures ont sans doute maintenant compris pourquoi. La plus grande collision de l'histoire de notre planète n'a peut-être pas eu lieu avec une météorite, mais avec une planète entière. Cela se serait produit il y a plusieurs milliards d'années. Theia, du nom donné à cette hypothétique planète naine, se serait écrasée sur notre Terre, libérant une quantité incommensurable d'énergie, comparable à l'émission de millions de milliards de litres de carburant. La Terre se serait alors instantanément transformée en une gigantesque fournaise, et c'est cette collision qui aurait conduit à la création de notre Lune. Tout cela semble terrifiant, je sais. Enfin, espérons que ni toi ni moi ne verrons jamais rien de tel. Le soleil se lève sur les arbres, les marécages et la végétation foisonnante de la péninsule de Yucatan. Nous sommes il y a 66 millions d'années, les derniers jours de l'ère mésozoïque. Ce monde pacifique ne sait pas encore qu'un astéroïde de la taille d'une montagne se rapproche de la Terre à une vitesse de plus de 60 000 km/h. On dirait une boule de feu qui grossit de plus en plus à chaque minute. Bientôt, elle semble plus grosse que le soleil. Les dinosaures qui vivent alors sur Terre ne se doutent pas qu'ils doivent fuir afin de se mettre à l'abri. Même si, à vrai dire, cela ne les aiderait en rien. L'astéroïde s'écrase sur Terre avec une puissance énorme. Il continue sa trajectoire à l'intérieur de la croûte terrestre, s'enfonçant de plusieurs kilomètres. L'impact laisse un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches se transforment instantanément en vapeur. Cette collision déclenche une série de catastrophes naturelles qui effacent 80% de la vie sur Terre. C'est cet astéroïde qui met un terme à l'ère des dinosaures. Toutes les créatures assez proches pour voir l'impact ne survivent pas plus de quelques secondes. Aux alentours du point d'impact, le sol est recouvert de milliers de centaines de mètres de cendres chaudes, de gravats et autres débris. 9 secondes plus tard, tout ce qui se trouvait à des kilomètres à la ronde, herbes, arbres et arbustes s'enflamment. Ce qui n'est pas calciné dans les minutes suivant la collision est vite noyé. À certains endroits, les vagues de tsunami atteignent plus de 300 mètres de haut. Des séismes commencent à secouer la Terre comme jamais auparavant. Leur puissance est équivalente à tous ceux connus par la planète au cours des 2 siècles précédents, comme s'ils se déclenchaient tous simultanément. Un peu moins d'1 heure après la collision, une rafale de vent traverse la zone à plus de 900 km/h. Elle balaye tout ce qui est resté sur place et disperse les débris sur des kilomètres. Un peu plus loin de la zone d'impact, le ciel s'assombrit terriblement. Ce qui ressemble à des étoiles filantes est en réalité des débris de cet astéroïde qui pleuvent sur la planète. En pénétrant dans l'atmosphère, ils brillent et émettent un rayonnement infrarouge. Dans les premières heures suivant la collision, le ciel devient totalement noir. Il va s'éclaircir très lentement. Pendant les 2 années qui suivent, il ressemblera à quelque chose entre un jour nuageux et le crépuscule. Beaucoup de plantes ne survivent pas à l'absence de lumière du soleil. Des cendres restent en suspension dans l'air pendant des mois. Donc lorsqu'il pleut, l'eau est extrêmement acide. Les incendies continuent de faire rage. Pendant un certain temps, ils produisent des tonnes de toxines qui détruisent la couche d'ozone. La Terre connaît alors l'une de ses époques les plus difficiles. Plus de 30 000 objets tournant actuellement autour de la Terre pourraient s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont des vestiges restant d'après la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Si l'un de ces objets frappait notre planète, les conséquences seraient imprévisibles. Elles peuvent aller du simple bris de vitre à l'anéantissement de toute forme de vie sur la Terre. Malheureusement, dans notre cas, il est plus probable que ce soit la deuxième option qui prévale.
En 2004, les astronomes ont découvert un énorme astéroïde proche de la Terre. Les premières observations ont permis d'estimer que la probabilité de risque qu'il frappe notre planète s'élevait à un peu moins de 3%. Cet astéroïde a été nommé Apophis. Il mesure plus de 300 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il est censé traverser notre ciel le vendredi 13 avril 2029. Quelle ironie! Normalement, Apophis passera à environ 30 000 km de la surface de la Terre. Les scientifiques sont quasiment sûrs qu'il n'entrera pas en collision avec notre planète. Ils sont aussi très excités par la possibilité de pouvoir observer ce corps céleste de si près. Et pas seulement eux, près de 2 milliards de personnes pourront voir l'astéroïde à l'œil nu. Mais même si ce gros caillou évite notre planète en 2029, il reviendra 7 ans plus tard en 2036. Et c'est à ce moment-là que la vie telle que nous la connaissons pourrait prendre fin. L'attraction gravitationnelle de la Terre est susceptible de le faire passer plus près, et lorsqu'il repassera près de 10 ans plus tard, sa trajectoire sera proche de la collision. Alors, que se passerait-il si Apophis ou un autre astéroïde de cette taille s'écrasait sur la Terre? Il percuterait notre planète à plus de 1600 km/h. En raison de sa taille énorme, la friction de l'air ne pourrait même pas le ralentir. C'est la croûte terrestre qui l'arrêterait. L'impact transformerait instantanément en vapeur non seulement l'astéroïde lui-même, mais aussi un énorme morceau de la croûte terrestre. Une telle collision raserait tout, même les immeubles en béton armé situés à plusieurs kilomètres du cratère. Si l'astéroïde s'écrasait dans l'océan, des vagues de plusieurs centaines de mètres de hauteur se créeraient et balayeraient les côtes avoisinantes. Certains débris seraient propulsés tellement loin qu'ils quitteraient l'atmosphère pour se mettre en orbite autour de la Terre, mais la plupart d'entre eux finiraient par retomber, en réchauffant l'atmosphère jusqu'à ce qu'elle devienne aussi brûlante qu'un four. Les feux de forêt se propageraient partout dans le monde et tout ce qui ne serait pas abrité sous terre serait carbonisé en un rien de temps. Ensuite, pendant au moins 1 an, la Terre aurait la même apparence que lorsqu'elle a été frappée par l'astéroïde il y a plus de 60 millions d'années. Cendres, poussière, plus de lumière du soleil, un endroit lugubre. Au fait, en 2015, les astronomes ont remarqué un astéroïde mesurant près de 400 mètres de large, à peine 3 semaines avant qu'il ne frôle notre planète de façon alarmante. Si sa trajectoire avait été légèrement différente, personne n'aurait eu le temps d'empêcher la collision ou de se sauver. Mais est-ce que cela signifie que si un tel monstre se dirigeait vers la Terre, nous serions tous condamnés? Pas d'inquiétude, on aurait encore une chance de s'en tirer. Premièrement, nous pourrions utiliser un vaisseau spatial pour faire dévier cet objet de sa trajectoire, ou même le réduire en morceaux. Les scientifiques pourraient aussi le ralentir en concentrant des rayons de soleil sur lui. On pourrait également tenter de le dévier grâce à un tracteur gravitationnel. Théoriquement, c'est un engin spatial qui pourrait dévier d'autres objets dans l'espace sans les toucher. Dans les films de science-fiction, d'énormes astéroïdes menacent souvent la Terre en prenant les astronomes par surprise. Ils foncent vers notre planète à une vitesse fulgurante et sont découverts à peine quelques semaines, voire quelques jours avant l'impact. En réalité, les scientifiques observent en permanence tous les objets plus ou moins grands qui se trouvent aux alentours de notre planète. Cela signifie qu'ils auraient largement le temps d'agir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient mettre en place à court terme. Celle de type 0 consiste à précipiter un lourd vaisseau spatial vers la météore avec un seul but, le faire dévier de sa trajectoire. Dans ce cas, les astronomes devraient se fier aux informations déjà disponibles. La mission de type 1 impliquerait un éclaireur qui serait envoyé vers cette menace afin d'obtenir des informations plus précises sur elle. Ce n'est qu'ensuite que le vaisseau principal serait lancé. Avec des informations plus précises, le résultat obtenu serait beaucoup plus productif. Et si les scientifiques choisissaient la mission de type 2, ils enverraient en même temps un éclaireur et un petit vaisseau spatial. Le vaisseau spatial ferait légèrement dévier l'astéroïde de sa trajectoire, puis l'éclaireur recueillerait toutes les informations nécessaires. En se basant sur ces données, le vaisseau principal terminerait le travail avec une seconde poussée plus précise. Si aucune de ces méthodes ne fonctionnait, nous pourrions essayer d'aller nous réfugier dans les profondeurs de la Terre ou de construire des abris au fond de l'océan. Mais il faudrait trouver des sources d'énergie pour nous aider à survivre pendant plusieurs décennies. En plus, il faudrait créer un système de survie pouvant maintenir la fraîcheur de l'air et de l'eau. Une autre option, qui ne semble pas encore réaliste, consiste à aller dans l'espace. Mais il ne peut s'agir d'une orbite terrestre basse, qui correspond à environ 1900 km d'altitude, car les débris qui s'envoleraient pourraient facilement atteindre aussi cette hauteur. Cela laisserait donc 2 options, la Lune ou Mars. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons aucune idée de la manière d'établir une colonie spatiale autonome.
et il ne reste pas beaucoup de temps pour le découvrir. Boum! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal ou le pire pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales, avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois,
Certains grands animaux marins, comme les crocodiles, les tortues et les poissons, ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour 2 raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf. Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur 2 jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf, cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. Bestioles aux créatures colossales, tous les animaux tentent d'échapper à un mur de feu qui se déplace dans leur direction. La température augmente et tout ce qui se trouve autour commence à s'embraser. Bientôt, beaucoup d'animaux et de plantes sur Terre cesseront d'exister. Ce sont les conséquences de l'écrasement d'un astéroïde géant sur notre planète. Mais si les dinosaures avaient eu un certain esprit d'analyse, ils auraient pu deviner ce qui allait se passer. Car cet astéroïde était visible 1 an avant l'impact. Sans les lumières des villes, tous les points lumineux dans le ciel sont des étoiles. Certains d'entre eux sont des planètes qui reflètent la lumière provenant du Soleil, comme Mars. Mais l'un de ces points est un astéroïde. Plus tard, il sera connu sous le nom d'impacteur Chicxulub. Il tire son nom de la région de l'actuel Mexique où il est tombé. Bref, à ce stade, l'astéroïde ressemble à une étoile. Il a la même luminosité que Neptune. Tu aurais même pu le photographier avec un appareil de haute résolution. Si seulement les dinosaures avaient eu des pouces. L'impacteur traverse maintenant l'orbite de Jupiter. À cette distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle.
un mois avant l'impact. L'astéroïde est devenu beaucoup plus brillant. C'est maintenant le point le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. L'astéroïde croise l'orbite de Mars. Sa queue, composée de poussière et de gaz, est de plus en plus longue. Elle est maintenant aussi longue que 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Une semaine avant l'impact. La queue de l'intrus fait maintenant 5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais les dinosaures ne peuvent pas apprécier sa beauté. Pour eux, c'est juste un autre point brillant dans le ciel nocturne. Si cet astéroïde se dirigeait vers la Terre en ce moment, les scientifiques pourraient localiser l'endroit exact de son impact à 1 km près. Nous pourrions alors évacuer les gens de la zone et éviter une catastrophe majeure. Un jour avant l'impact, l'impacteur Chicxulub occupe désormais la première place parmi les objets les plus lumineux du ciel. La lumière qui l'entoure, appelée halo, semble encore plus grande que la Lune elle-même. L'astéroïde croise maintenant l'orbite de la Lune. Il ressemble à un point lumineux qui laisse une traînée cendrée derrière lui. 1 heure avant l'impact. La lumière de l'impacteur Chicxulub est plus brillante que la pleine Lune, et son mouvement peut être perçu à l'œil nu. Les nuits sur Terre ne sont plus sombres. Ce n'est que maintenant que les dinosaures commencent à être inquiets. Tous les animaux de la Terre commencent à chercher un abri. 10 minutes avant l'impact. L'astéroïde entre maintenant dans l'orbite de la Terre. Des milliers de petits fragments de sa queue commencent à tomber sur la planète. Cela ressemble à une pluie de météorites. Jusqu'à présent, ces fragments sont trop petits. Ils se consument tous dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la planète. L'astéroïde s'approche de l'Amérique du Sud. Si quelqu'un le regardait depuis l'Europe, il ressemblerait à un coucher de soleil. Le point lumineux de l'impacteur Chicxulub passe derrière l'horizon. 2 minutes avant l'impact. Les dinosaures peuvent maintenant facilement voir la forme de l'astéroïde. S'ils savaient comment faire, ils pourraient même estimer sa taille. Il fait un peu plus de 10 km de diamètre, ce qui signifie qu'il a presque la taille de l'île de Manhattan. Et le poids du géant est de 7 billions de tonnes. Il vole vers la péninsule du Yucatan à une vitesse ahurissante de 12 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais aller de New York à Los Angeles en 10 minutes environ, mais tu prendrais feu en chemin. 10 secondes avant l'impact. L'impacteur Chicxulub s'approche maintenant du sol. Encore quelques mètres et... bam! Le ciel nocturne devient soudainement blanc. L'éclair est si brillant que le soleil n'est plus visible à ce moment-là. L'entrée de l'astéroïde provoque une puissante déflagration qui peut être entendue à l'autre bout du monde. L'énorme astéroïde commence à brûler à cause de la friction avec l'air. Il se réchauffe et se divise en plusieurs morceaux. Ces morceaux tombent en pluie sur la Terre. Après quelques secondes, la plus grande partie de la météorite frappe le sol. Sa masse et sa vitesse fournissent à l'impacteur de Chicxulub une énorme quantité d'énergie. L'instant d'après, une explosion surpuissante secoue le sol. L'onde de choc de la météorite commence à se propager à partir du lieu de l'impact. Elle arrache d'énormes morceaux de terre et d'arbres, puis les pousse au sol comme des dominos. La température de l'onde de choc est si élevée que tout ce qui se trouve autour du point d'impact s'enflamme. L'énergie libérée lors de la collision pénètre aussi profondément dans la planète. Cela provoque les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la Terre. Ils génèrent à leur tour des vagues de tsunami aussi hautes que l'Empire State Building. 5 minutes après l'impact. La météorite laisse derrière elle un énorme cratère. Il est aussi large que le lac Huron et assez profond pour contenir 2 Everest et demi. Les dinosaures courent partout en panique. Ils essaient de fuir vers l'Amérique du Nord, mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas à traverser les territoires marécageux inconnus. Un autre danger est la pluie de météorites en cours. Des centaines de tonnes de cendres et de débris s'élèvent dans les airs. Chauffés à des températures très élevées, ils retombent sur Terre sous forme de lave liquide. Les cendres et la fumée emplissent l'atmosphère et bloquent les rayons du soleil. La Terre plonge dans l'obscurité. Pendant plusieurs semaines encore, notre planète est totalement sombre. Des pluies acides retombent sur sa surface sans discontinuer. Il y avait beaucoup de soufre dans les dépôts souterrains de la péninsule du Yucatan. L'énergie de l'explosion a évaporé tout ce soufre. Désormais, il se refroidit dans l'air, s'accumule dans les nuages et dégouline sur le sol. La plupart des animaux survivent à l'impact, mais l'extinction de masse se poursuit pendant encore de nombreux mois. La collision a plongé la Terre dans l'obscurité, et cela a anéanti la plupart des plantes qui se nourrissaient de la lumière du soleil. Les dinosaures herbivores ont perdu leur principale source d'alimentation et commencent à disparaître. Mais ces herbivores sont le principal régime alimentaire des dinosaures carnivores. Et maintenant, les dinosaures comme le T-Rex n'ont plus rien à manger. Bientôt, ils s'éteignent aussi.
En d'autres termes, ce n'est pas une météorite qui a anéanti les dinosaures, mais la famine et le changement climatique. Les météorites de cette taille tombent une fois tous les 100 millions d'années. Cela signifie qu'un tel événement pourrait se reproduire. Les humains parviendraient-ils à survivre à cette catastrophe ? De nos jours, nous pouvons regarder loin dans l'espace, et l'apparition d'un astéroïde de la taille de l'impacteur Chicxulub ne serait pas une surprise pour les astronomes. En général, les astéroïdes qui font plus de 140 mètres de diamètre sont considérés comme potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, si nous sommes informés de l'approche d'un corps spatial, nous pourrons construire des abris remplis de réserves de nourriture et d'eau. Une fois que l'astéroïde sera suffisamment proche, nous pourrons attendre l'impact et ses conséquences à l'intérieur. Mais lorsque les gens reviendront à la surface, ils verront des villes et des villages démolis. Notre planète ressemblera à un désert sans vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution qui consiste à empêcher l'impact. Là, nous avons plusieurs options, selon la taille et le matériau de l'astéroïde. Selon la NASA, le moyen le plus efficace est un bélier cinétique. Nous devrons envoyer un objet assez grand et lourd, comme un vaisseau spatial, dans l'espace. Lorsqu'il s'approchera de l'astéroïde, les scientifiques choisiront la trajectoire parfaite et le vaisseau s'écrasera contre le corps spatial. La puissante collision modifiera la trajectoire de l'astéroïde, le faisant passer devant la Terre. Plus ce corps spatial sera éloigné de notre planète, plus il sera facile de le dévier. Une autre option est une explosion contrôlée à la surface de l'astéroïde. La première loi du mouvement de Newton va nous aider ici. Elle stipule que si un corps se déplace à une vitesse constante en ligne droite, il continuera à se déplacer de cette façon à moins qu'une force ne s'exerce sur lui. Donc, si nous provoquons une explosion ou imprimons une force assez importante, l'astéroïde changera de trajectoire. La mesure dans laquelle il se déplacera dépendra de la quantité de force qui lui est appliquée. Nous pouvons aussi faire exploser l'astéroïde de l'intérieur. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier sa trajectoire. Au lieu de cela, nous essaierons de transformer un énorme morceau de roche en un tas de fragments plus petits. Ils se consumeront dans l'atmosphère et ne feront aucun mal à notre planète. Une autre façon est d'utiliser la gravité. Chaque objet lourd a sa propre force gravitationnelle et son propre champ gravitationnel. Notre objectif sera d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde et de le faire voler près de l'intrus. L'astéroïde attirera le vaisseau spatial, mais ses moteurs résisteront. Par conséquent, le vaisseau attirera lentement mais sûrement l'astéroïde vers lui. Cette méthode prendra beaucoup plus de temps, mais progressivement, la trajectoire de l'astéroïde changera et il ne s'écrasera pas sur la Terre. En tout cas, on peut l'espérer. Nous pourrions aussi utiliser l'énergie solaire. Nous pouvons construire une station spatiale avec un système de lentilles grossissantes géantes. Puis, nous enverrons cette station plus près du Soleil. Lorsque nous repérerons un astéroïde, nous dirigerons les lentilles dans sa direction et nous concentrerons le faisceau sur le corps spatial. La chaleur du Soleil provoquera l'évaporation de la matière de l'astéroïde. Cela finira par faire changer la trajectoire de l'intrus. Il y a environ 800 000 ans, un gigantesque astéroïde a traversé l'espace en direction de la Terre. Il a percuté notre planète avec une force phénoménale. Il a recouvert 10% de la surface terrestre de débris rocheux noirs et verts brillants appelés tectites. Les tectites sont des morceaux de roche qui se liquéfient sous l'effet de la chaleur de l'impact d'une météorite. Ils refroidissent ensuite pour ressembler à des cailloux sombres et vitreux. Une traînée de ces tectites a été éparpillée dans toute l'Asie du Sud-Est et a atteint l'Est de l'Antarctique. C'est ainsi que les scientifiques savent que cet impact de météorites géants a eu lieu. Les chercheurs ont passé près de 100 ans à essayer de trouver le gigantesque cratère causé par l'impact. Mais les tectites étaient trop éparpillées. C'est pourquoi ils n'ont pas pu localiser l'endroit exact. Jusqu'à récemment, une équipe d'experts de différentes universités a essayé de découvrir le point zéro de l'impact de la météorite. Ils ont examiné plusieurs cratères en Chine et au Cambodge, mais aucun ne semblait avoir été créé par le crash d'une météorite. Les experts ont alors décidé d'enquêter au Laos. C'est le pays où ils ont découvert le plus grand nombre et la plus grande concentration de tectites. Après avoir exclu tous les cratères visibles, l'équipe a imaginé une nouvelle théorie. Et si le cratère était caché par quelque chose ? À la recherche du cratère potentiel, les scientifiques ont relevé des mesures de gravité à différents endroits dans tout le Laos. Sur le site d'une ancienne éruption volcanique, sous des couches épaisses et denses de lave volcanique refroidie,
Ils ont découvert une importante anomalie gravitationnelle. Cela s'est avéré être un grand cratère allongé, profond de plus de 91 mètres et s'étendant sur 13 km de large et 18 km de long. D'après l'emplacement et la taille énorme du cratère, les scientifiques pensent que c'est le site d'impact de l'ancienne météorite. Il y a plus de 2 milliards d'années, bien avant l'ère des dinosaures, la Terre a été frappée par l'un des plus gros astéroïdes à avoir jamais touché notre planète. L'astéroïde mesurait environ 10 à 14 km de diamètre et a créé le plus grand cratère d'impact sur Terre. Il s'agit du cratère de Vredefort. Il se trouve sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Quand il s'est formé, il avait un diamètre gigantesque de 300 km. Au fil des siècles, le cratère massif s'est lentement érodé pour former le dôme de Vredefort. Il s'agit d'une formation de collines rocheuses qui était le site central de l'impact de l'astéroïde. Cette formation est si grande qu'elle peut être vue depuis l'espace. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est un site reconnu du patrimoine mondial. Il abrite aussi plusieurs villes et communautés qui encouragent les touristes à venir visiter l'ancien cratère. En 1943, un pilote s'est écarté de sa trajectoire de vol habituelle pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. En survolant le Québec, au Canada, il a repéré un grand bassin parfaitement circulaire. C'est ainsi que le cratère Pingaluit a été découvert. Il y a environ 1,4 million d'années, une météorite est tombée à cet endroit, créant ce cratère d'impact petit mais profond. Il a un diamètre de 3 km et une profondeur de 400 mètres. Un lac d'un bleu profond s'est formé au fond du cratère. On dit que ce lac contient l'une des eaux les plus pures du monde, car il n'a ni entrée ni sortie. Cela signifie que le lac est uniquement rempli par les pluies et la fonte des neiges. Il abrite une espèce de poisson appelé omble chevalier. Le bassin de Sudbury se trouve également au Canada. Formé il y a plus d'1,8 milliard d'années, c'est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact du monde. Il est situé en Ontario. Mais l'impact de la collision a été si puissant que des débris ont été retrouvés à 800 km de là, dans le Minnesota. Contrairement à la plupart des cratères d'impact qui ont une forme circulaire, le bassin de Sudbury est ovale. Il mesure 62 km de long et 30 km de large. Le site d'impact original aurait pu avoir une profondeur énorme de 16 km, mais sa version moderne est beaucoup moins profonde. L'astéroïde qui a créé le bassin transportait une forte concentration de minéraux naturels. Cela a rendu le sol du cratère incroyablement fertile. Aujourd'hui, ce sol abrite de nombreux vergers et potagers. La formation unique du cratère du bassin de Sudbury a été utilisée pour entraîner les astronautes d'Apollo avant qu'ils ne se lancent dans leur mission sur la Lune. La météorite la plus célèbre de toutes est peut-être Chicxulub. C'est celle qui a causé l'anéantissement de 75% de toute la vie végétale et animale sur Terre, y compris les dinosaures. La météorite Chicxulub avait un diamètre de 10 km lorsqu'elle a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Le cratère se trouve maintenant au large des côtes du Mexique, caché profondément sous les fonds marins. Il fait environ 150 km de diamètre et 19 km de profondeur. Récemment, les scientifiques ont réussi à forer profondément dans le plus haut sommet du cratère d'impact pour collecter des échantillons de roches. Ils ont découvert que la disparition des dinosaures n'était pas due à la taille géante de la météorite ou à l'ampleur de l'explosion, mais plutôt à cause de l'endroit exact où Chicxulub a frappé la Terre. La météorite a frappé une partie de notre planète qui était densément remplie d'un composé minéral appelé gypse. C'est un minéral sulfaté mou qui est généralement utilisé comme engrais. La collision a projeté tellement de soufre dans l'air qu'elle a bloqué les rayons du soleil. Cela a provoqué l'hiver sombre et prolongé qui a condamné les dinosaures. L'un des plus jeunes cratères de la Terre est le cratère Barringer à Winslow, en Arizona. C'est aussi l'un des cratères les mieux préservés de la Terre. Il s'est formé il y a 50 000 ans, lorsqu'une lourde météorite, composée principalement de fer, est tombée de l'espace. L'atmosphère de la Terre a à peine ralenti l'énorme morceau de métal. Il est entré en collision avec le sol avec une force incroyable. La météorite s'est vaporisée à l'impact, laissant très peu de reste. Le cratère laissé par cette puissante explosion a été nommé d'après l'homme qui l'a identifié en 1903. Il s'agissait d'un ingénieur des mines appelé Daniel Barringer. Le diamètre du cratère est de 1200 mètres et sa profondeur est de 170 mètres. La famille Barringer possède toujours le site de l'impact à ce jour. Il est possible de visiter le cratère et de faire une visite guidée de son pourtour. Le cratère Popigai, en Sibérie, est l'un des plus intéressants de la Terre. Il y a plus de 35 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a formé ce bassin massif.
Le cratère mesure 100 km de diamètre, ce qui en fait le 4e plus grand cratère du monde. Ce cratère est unique car il abrite l'un des plus grands gisements de diamants du monde. La pression intense de la collision a transformé le graphite du site d'impact en diamant. Les scientifiques affirment que le cratère contient des milliards de carats de diamants, mais personne ne les a jamais exploités en raison de l'isolement du site et du manque d'infrastructures. En l'an 1530 avant Jésus-Christ, une météorite est entrée dans l'atmosphère de la Terre avant de se briser en morceaux. Les fragments brûlants de la météorite sont tombés en pluie sur la Terre et se sont écrasés sur la surface de la planète. En conséquence, un groupe de cratères est apparu sur une petite île estonienne, Saaremaa. Le plus grand cratère est un cercle parfait de 110 mètres de large. Il a une profondeur de 21 mètres et est rempli d'eau. 8 petits cratères apparus lors de la collision se trouvent dans un rayon de 800 mètres autour du cratère principal. L'impact des fragments de météorites a provoqué l'embrasement des arbres de l'île. Presque toutes les forêts ont brûlé. Heureusement, les bois ont désormais repoussé et les cratères sont devenus une destination de randonnée populaire pour les touristes. Il y a environ 200 millions d'années, une météorite a frappé la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Québec, au Canada. Cette collision a créé le 6e plus grand cratère d'impact au monde. Il avait un diamètre de 64 km, mais au fil des siècles, le bord extérieur du cratère s'est rempli d'eau. On l'appelle maintenant le réservoir de Manicouagan. Le lac du cratère d'impact est si grand qu'il peut être vu depuis l'espace. Et sa forme étrange a donné au lac son surnom, l'œil du Québec. Le plus vieux cratère de météorite du monde se trouve en Australie occidentale. Le cratère de Yarabuba a 2,2 milliards d'années. Le site d'impact est si ancien que le cratère d'origine s'est complètement érodé. Le diamètre du cratère de Yarabuba était d'environ 30 à 70 km. Les scientifiques ont réussi à déterminer l'âge du site d'impact en analysant les anciens cristaux et minéraux trouvés dans le cratère.